Nous avons vu dans les chapitres précédents, que les Génois, les Pisans et les Espagnols, avaient eu de tout temps des relations très suivies avec les États de la côte d'Afrique. Les Français seuls, s'y montraient rarement malgré la sécurité relative que leur garantissaient les traités de François Ier et de Henri IV avec la Turquie, dont le Dey d'Alger était le vassal. Cependant en 1520, des Français fondèrent un comptoir au Cap Nègre pour la pêche du corail, et le commerce des cuirs, laine, etc. Ce premier essai trouva bientôt des imitateurs. En 1524, deux Marseillais, Thomas Lioche et Carlin Didier, achetèrent aux tribus arabes campées entre Beaune et Marsa El Kharaz, qu'ils baptisèrent ensuite du nom de la cale, le privilège de pêcher le corail et de pratiquer le commerce. Ils firent construire dans une crique de la côte pour abriter leurs marchandises et leur personnel, une maison qui prit le nom de Bastion de France. Ce bâtiment fut détruit une première fois par les Turcs en 1551. Reconstruit presque aussitôt, il changea de propriétaire car les fondateurs, ruinés par la concurrence des Génois, durent en faire la cession. En 1604, le commerce de l'établissement du Bastion avait pris une grande extension sous l'habile direction de Moissac, mais des contestations ayant éclaté vers cette époque entre les Turcs d'Alger et notre ambassadeur, malgré les représentations de la Turquie, le divan en déclara une guerre acharnée aux Français. Nos navires ne furent pas plus respectés que ceux des autres nationalités, leurs équipages furent réduits en esclavage. Les janissaires de la garnison de Beaune attaquèrent le bastion à l'improviste, et le détruisirent de fond en comble. Devant cette nouvelle explosion de la fureur barbaresque, les navigateurs n'osèrent plus s'aventurer au large, les bâtiments de commerce se renfermèrent dans les ports, et de nouveau une profonde terreur régna sur la Méditerranée. Le grand-duc de Toscane et quelques esprits généreux, résolurent de châtier les pirates jusque dans un de leurs repères. On choisit Beaune comme objectif, à cause qu'étant la plus proche de la chrétienté, elle était plus propre à être pillée qu'à être tenue et gardée, mais aussi parce qu'on y espérait faire force esclave, etc. L'armée navale, outre les navires et les troupes du grand-duc de Toscane, comptait dans ses rangs un navire français, monté par des Bretons et par des aventuriers sous les ordres du chevalier de Beauregard. Le rendez-vous général était à l'île de la Galite, et on ne marchait que de nuit pour ne pas donner l'éveil. On arriva ainsi en vue de Beaune et l'armée débarqua au lieu dit, l'Espalmoir, ce qui n'est autre que la plage Fabre actuelle. Beaune après quelques jours fut enlevé de vive force. La plupart des habitants passaient au fil de l'épée, et le reste emmené en esclavage. En 1626, d'Argencourt, gouverneur de Narbonne, voulut le réédifier, mais vivement attaqué par les Arabes des tribus et par les Turcs, il dut se rembarquer précipitamment. Le gouvernement chargea alors un capitaine corse très connu sur les côtes barbaresques, et nommé Sauzon Apollon, d'entamer des négociations pour faire cesser un état de choses très préjudiciable aux intérêts du commerce français. Il réussit pleinement, et le 20 septembre 1628 il concluait avec le divan d'Alger un traité au terme duquel le bastion et ses dépendances étaient restitués à la France, moyennant une redevance de 26 000 doubles. À ce traité était annexé un état des dépenses occasionnées par l'entretien des différents comptoirs, s'élevant à la somme de 135 740 livres. La maison de Beaune était comprise dans ces dépenses pour une somme de 13 300 livres ainsi réparties, à la ville, 7 000. Entretien de la maison et des 5 personnes qui y habitent, 4 000. Aux chefs et officiers de la garnison, 800. Redevance aux galères de guerre turques qui abordent à Beaune, 500. Salaire des 5 hommes employés, 1000. Total, 13 300. La maison de Beaune, dit une note de l'époque, est très grande et logeable. Elle a été achetée des deniers du bastion, comme tous les meubles et ustensiles qui y sont. Sauzon Apollon, qui avait été nommé par le roi directeur de l'établissement du bastion, fut tué en 1633, à une attaque qu'il avait tentée contre les Génois de Tabarka. Il fut remplacé par Sauzon le page. Quelques années paisibles s'écoulèrent, mais en 1637, les Turcs recommencèrent leur course, capturant les navires français et poussant l'audace jusqu'à débarquer sur les côtes de la Provence, d'où ils enlevaient les habitants. Richelieu n'ayant pu obtenir de réparation fit capturer des corsaires jusque dans le port d'Alger par le chevalier de Meuty. Furieux, le divan ordonna la destruction du bastion et du comptoir de Beaune. Ali Bitchinin fut chargé de cette mission. Il arriva devant l'établissement français avec 6 galères. Il s'y introduisit par surprise ou plutôt par trahison, et après avoir tout livré aux flammes, rentra à Alger, ayant à son bord les habitants qui furent jetés au bagne.
Cette exécution eut pour résultat une insurrection des Arabes de la province de Constantine, qui voyaient disparaître avec le bastion la source de tous leurs bénéfices. Les Turcs voulurent les faire rentrer dans le devoir, mais battus dans toutes les rencontres, ils durent accepter les conditions du vainqueur. Une des principales fut ainsi formulée. Ils, les Turcs, rebâtiraient le bastion de France, ainsi que ses dépendances, attendu que c'est là, que, révoltés, allaient échanger leurs denrées contre de bon argent avec lequel ils payaient la lazma. De sorte que la ruine du dit bastion les avait empêchés de ne plus rien payer. Le traité du 7 juillet 1640, qui autorisait les Français à relever le bastion et la maison de Beaune, bien qu'il n'eût pas été approuvé par Richelieu, n'en resta pas moins en vigueur. La fuite frauduleuse du sieur Piquet, qui s'embarqua à la cale en 1658 avec toute la garnison sans acquitter ses dettes, vint de nouveau exciter la colère des pirates d'Alger. Ils ne voulurent plus entendre parler des Français et songèrent un instant à louer nos comptoirs aux Anglais. Ce ne fut qu'en 1666, à l'occasion du traité de paix passé entre la France et Alger, que les Turcs permirent au négociateur Arnaud de reconstituer la compagnie du bastion et de ses dépendances. Cette nouvelle compagnie dont les directeurs furent de Lafont, Masson de La Fontaine et de Lalo, choisit Arnaud pour gérer ses affaires. Des causes de dissentiment ne tardèrent pas à se produire entre les directeurs de la compagnie et Arnaud, et les relations prirent un tel caractère d'animosité qu'il fut décidé qu'on arrêterait Arnaud. Mais celui-ci, qui avait pour lui l'appui du divan d'Alger, refusa d'obéir aux ordres venus de France, et malgré les démarches officielles tentées par le gouvernement, il se maintint à la cale. Les pourparlers et démarches durèrent jusqu'en 1674, époque à laquelle Arnaud mourut subitement. Grâce à l'intervention du chevalier d'Arvieux, le sieur de Lafont fut autorisé par le gouvernement d'Alger à succéder à Arnaud, mais à la condition qu'il paierait 12 000 livres aux enfants du défunt, et ne les maltraiterait pas. Mais à peine arrivé au bastion, de Lafont fit arrêter les enfants d'Arnaud et les envoya enchaîner en France. Le divan, irrité de cette mauvaise foi, fit arrêter de Lafont, lequel ne dut sa vie qu'aux prières du frère Levaché, notre agent consulaire à Alger. Peu après, la compagnie dont les affaires avaient considérablement diminué par suite de tous ces tiraillements, céda ses droits à un sieur du Sceau, qui transporta le siège de ses transactions et de son commerce à la cale. Lors du deuxième bombardement d'Alger par Duquesne en 1683, Mezzo Morto, qui s'était emparé du pouvoir, donna l'ordre de détruire les établissements français, et d'en ramener les habitants prisonniers. Heureusement l'amiral français avait prévu le cas, et lorsque les Turcs de Beaune reçurent l'ordre d'agir, des galères envoyées par Duquesne avaient déjà transporté à Toulon les 400 personnes qui composaient la colonie française. L'année suivante, Dussault voulut revenir, mais les Anglais s'étaient installés à la cale, et les Français durent attendre jusqu'en 1694 l'expiration du bail qui leur avait été consenti par le divan. Le 1er janvier 1694, Pierre Élie, directeur de la nouvelle Compagnie d'Afrique, organisée par des négociants de Marseille, conclut avec Alger un traité par lequel il était autorisé à relever nos établissements, et il était spécialement dit pour Beaune. Article 5, jadis dans l'ancienne coutume, à la fin de chaque 2 mois, le versement de 500 réaux était fait entre les mains du caïd de la dite ville de Beaune. Maintenant il n'est plus payé une obole entre les mains du caïd de Beaune, mais tous les 2 mois, il faut verser entre les mains de la personne investie par nous, du titre d'aga. Noubadji, aga de la garnison, la somme de 500 réaux. Et plus loin, l'agent de la compagnie résidant à Beaune, se rendra quand bon lui semblera au bastion. Notre aga lui en délivrera la permission. En 1707, la fusion de l'établissement du Cap Nègre, qui nous l'avons dit plus haut, avait été fondée en 1520 avec la compagnie d'Élie, sut donner un nouvel essor à la prospérité de nos comptoirs, mais en 1713, cette compagnie fut dissoute et remplacée d'abord par la Compagnie d'Afrique, puis par la Compagnie des Indes, et enfin le 1er janvier 1741, par la Compagnie royale d'Afrique qui devait durer jusqu'en 1794. En 1744, sur un faux rapport le Dey d'Alger avait livré au pillage la cale et ses dépendances. Les Anglais voulurent même profiter de ce conflit pour obtenir l'autorisation de s'implanter à la cale, mais ils ne réussirent pas. Malgré les déboires que lui inflige la brutale politique des Turcs, la compagnie se trouve bientôt et de nouveau en pleine prospérité. En 1763, nouvelles avanies au sujet d'un navire marseillais, qui avait eu le mauvais goût de se défendre contre un pirate algérien. Les habitants des comptoirs français sont jetés en prison. Mais nos nationaux ne se laissent pas décourager, et après chaque vexation,
la compagnie semble reprendre de nouvelles forces. En 1767, parut un règlement déterminant les obligations du gouverneur de la Cale et de l'agent de Beaune. Voici la partie du règlement concernant ce dernier. Comptoir de Beaune. L'agent de ce comptoir se rendra agréable aux caïds, aux Turcs et aux habitants de la ville, dont il étudiera les mœurs, les inclinations et s'instruira à fond des usages établis sur la justice pour découvrir et empêcher les contraventions que la compagnie essuie dans les différents articles de son commerce exclusif. Il recourra au bey de Constantine dans toute occasion, après avoir consulté et pris l'avis du gouverneur de la Cale, auquel il communiquera tout ce qui surviendra dans son comptoir, en vue d'agir de concert pour le plus grand avantage de la compagnie qui ordonne à son agent de s'opposer non seulement aux innovations dangereuses qui peuvent porter préjudice au commerce, mais de s'occuper de l'abolition des usages plus anciens, dont l'introduction ne peut être attribuée qu'à l'incapacité ou à la faiblesse. L'agent entretiendra le bon ordre et la subordination dans le comptoir et veillera à ce que tous les employés y remplissent exactement leurs obligations et qu'ils s'abstiennent surtout de fréquenter dans les maisons, en vue de prévenir les troubles et les avances qui peuvent en résulter. L'agent aura l'attention la plus exacte à procéder tous les mois, à une vérification de caisse où seront mis les dépôts, dont lui ou le caissier auront été chargés, la compagnie voulant qu'il en soit tenu par la chancellerie un état détaillé et circonstancié dans un registre qui prouve le temps, la qualité des dépôts et l'époque où ils auront été confiés ou retirés. Ce soin, duquel on ne s'écartera jamais, obviera à des abus ou inconvénients prouvés par la compagnie qui y défend de prêter aux habitants de Beaune, autant pour ne pas perdre que pour ne pas ensuite s'endosser ceux qu'on voudrait obliger à payer. L'agent surveillera le commis chargé des achats de cuir et cire, pour que les premiers ne soient pas achetés au-dessus de leur juste valeur et que la cire ne soit pas falsifiée. Et comme il arrive souvent que sous différents prétextes des Turcs demandent d'acheter de la cire, l'agent doit être attentif à n'en délivrer qu'à ceux qui se présenteront avec des lettres du dey ou des officiers du divan d'Alger. L'agent se donnera tous les soins possibles en vue d'être instruit du véritable motif auquel on doit attribuer le manque de traite, et lui-même s'efforcera de ramener cet article en tenant conjointement avec le caïd qui a intérêt, toutes les demandes relatives à un objet de cette conséquence. Les laines seront pesées par l'agent avec toute la justice possible pour encourager les vendeurs et les engager à retourner. De concert avec le gouverneur de la Cale, l'agent réclamera d'avance les déchargements de blé accordés par l'Ottoman, sans négliger les moyens et profiter de toutes les circonstances pour se procurer l'achat de plus de denrées qu'il sera possible. Des récoltes abondantes, le défaut d'interlope et bien d'autres circonstances pourront favoriser leur zèle et le besoin où se trouve la compagnie d'augmenter son commerce. L'agent tiendra un journal exact et fidèle de tout ce qui se passera dans son comptoir et du commerce que les interlopes feront à Beaune. Il en fera passer une copie par tous les bâtiments à la compagnie, et une autre au gouverneur de la Cale, au moins une fois le mois, et comme la compagnie a trouvé bon de réserver pour son compte toutes les parties du commerce particulier attribuées autrefois à l'agent, celui-ci, en agissant toujours comme celle appelée à ce commerce, veillera à son extension et à le faire fructifier autant qu'il dépendra de lui, en ne vendant point à crédit et en demandant d'avance tous les articles qui pourront avoir du débit. Finalement, la compagnie de Beaune, pour éviter les détails qui feront peu à peu la matière de ces lettres, de recommander à l'agent d'user de soins économiques qui, écartant toute dépense superflue, annonce une bonne administration. Elle exige de plus que l'agent présente ses opérations telles qu'elles sont, afin que la compagnie et le gouverneur de la Cale, parfaitement instruits, soient à même de donner des ordres utiles et analogues aux véritables circonstances. Dans son histoire de la Cale, l'interprète principal Ferraud a reproduit tout au long la correspondance des agents de la compagnie d'Afrique à Beaune. Cette correspondance étant l'histoire de ce comptoir, nous en donnons un résumé, au cours duquel nous citerons les principales lettres. Beaune, 18 août 1783. Quoique vous fussiez proprement dans le danger, j'étais ici dans une plus grande crainte que vous, attendu que nous n'avons affaire qu'aux habitants, qu'à des gens ignorants, jaloux de notre commerce, quoique réduit à rien. Pillards, qui n'auraient souhaité qu'un désordre pour tomber sur notre maison, nous enlever les fonds de notre caisse et nous massacrer en cas de résistance de notre part, et même sans cela du côté des officiers je craignais encore plus, attendu que le caïd Hagi Hasséin, qui est également mercanti, a tellement pris le dessus sur tous les autres qu'il n'y a que sa volonté qui passe. Ce caïd est guerrier, juge souverain et législateur, tellement que l'agha du divan, le cadi et le moufti, et Sidi Cheikh se sont interdits de leurs fonctions, craignant ses emportements et ses violences, et plus encore ses malices. Je ne veux pas dire autrement. La quantité de fonds que nous avions en caisse me faisait tout craindre de la part de cet officier,
qui en apparence faisait valoir les ordres du bey pour protéger notre maison. C'était cependant lui, qui mettait l'épouvante dans la ville en disant que les Espagnols étaient arrivés à Alger. Il détruisait ensuite cette nouvelle et maltraitait ceux qui s'en occupaient, faisant des avanies à tout propos et maltraitant tout le monde. Il a surtout tourné sa rage contre les papes religieux et les gens de la justice, qu'il a bâtonné et fait bâtonner ces jours passés. Il vint un jour chez nous, ne sachant sans doute que faire, et il resta 4h30, tellement qu'il nous fit dîner à 3h30, et cela pour me tenir des propos d'un enfant ou d'un imbécile. Il s'est toujours imaginé que je ne savais à quoi m'en tenir sur les entreprises des Espagnols, et tâchait de me sonder pour tirer de moi ce que j'en avais appris. Cependant, la première nouvelle que nous avons eue de la part de la compagnie, ce n'a été que par le capitaine Étienne, arrivé hier, qu'elle m'apprend qu'il était décidé que les Espagnols allaient à Alger. Ce caïd dans sa visite, ayant appris ma crainte dans le cas de troubles dans la ville, voulut me rassurer en me disant qu'il en faisait son affaire, qu'ainsi je n'eus rien à craindre de la part des Turcs et des Maures. Mais que si je craignais quelque chose de la part des Espagnols, et je l'en avertisse, parce que alors il enverrait chez nous les agents qu'il a du compte du bey et des siens, que je ferais passer avec les nôtres à la cale. À quoi je répondis qu'il ne convenait point d'attendre l'extrémité pour prendre cette précaution, attendu que l'on courait risque de ne pas y être à temps, que mon avis était d'écrire au gouverneur de la cale, de m'envoyer un moment plus tôt la frégate afin d'y embarquer nos fonds, ceux en quantité que nous avons du bey, ainsi que ceux qu'il voudrait me remettre. Le caïd s'étant opposé à cet avis, les choses en restèrent là. Plusieurs jours après, Ramel, prévoyant qu'il ne pourrait m'expédier de quelque temps la frégate, pour nous porter nos besoins, jugea à propos de nous l'envoyer avec du bois et du vin. La frégate étant ici, voyant les continuelles vexations du caïd, et que les enfants de 3 à 6 ans demandaient à nos messieurs, qu'ils rencontraient dans leur promenade de leur donner de l'argent, qu'autrement on les tuerait à la première occasion, jugeant que ces propos ne partaient pas de leur tête, mais bien de ce qu'ils entendaient dire à leur père, mère et autres, j'envoyai à notre droguement chez le caïd pour lui dire que, puisque la frégate se trouvait ici, et que je ne pourrais la voir de longtemps, je pensais qu'il conviendrait d'en profiter pour faire passer à la cale les fonds de la compagnie et du bey, et que s'il voulait en profiter pour ceux qu'il avait ainsi, que s'il me l'avait dit l'autre fois, il en était le maître. Cet officier m'envoya dire qu'il n'y avait rien à craindre, qu'il avait donné des ordres à diverses nations mortes qui nous environnent, de se tenir prêtes à se rendre à notre plaine auprès de la ville, à la première demande qu'il leur en ferait, qu'ainsi, je n'eus rien à craindre. Pour n'avoir rien à me reprocher, en cas d'événement, je renvoyai à notre droguement chez le caïd, pour lui dire que la précaution que je voulais prendre n'ayant pas été approuvée par lui, je m'en déchargeais sur lui-même en cas d'événement fâcheux, que ce que j'en faisais était pour le prévenir et me tranquilliser sur ce qui intéressait beaucoup la compagnie et le bey. Sur quoi il répliqua que je pouvais être en toute sûreté, laisser jour et nuit les portes de notre maison entièrement ouvertes et me reposer entièrement sur lui. Je m'en tins à son dire et ne pensais plus à cette affaire, d'ailleurs la frégate était partie. Le lendemain matin, notre droguement venant à son ordinaire chez nous, je lui vis un air courroucé, je lui en demandai la raison, et me dit « Ne voulez-vous pas que je sois fâché ? Je viens de visiter le caïd qui, d'abord, m'a reçu poliment, mais un instant après, en présence des chiaous de la garnison, il m'a dit « Le capitaine de la compagnie veut fuir. Si cela arrive, je te ferai pendre à la porte de sa maison. » Le droguement, surpris de ce propos, lui demanda qui est-ce qui lui avait dit que je voulais fuir, que c'était lui qui l'inventait, que d'autre part, il était turc comme lui et officier, et qu'ainsi il n'avait aucun pouvoir sur lui, et il le quitta aussitôt. Ce caïd a ensuite fait courir le bruit dans la ville, que je voulais fuir et le disait à qui voulait l'entendre. Il est détesté de toute la ville qu'il tyrannise. Comme il est beaucoup emporté, on le craint et le bruit court que, prévoyant que le bey le tirera de sa place, il joue de son reste et tire parti de tout ce qu'il peut. Ce qui fait dire à plusieurs qu'il veut mourir, pour dire que par ses vexations, le bey ou quelques particuliers résolus le tueront, ainsi que peu s'en est fallu par 2 fois, que cela ne lui arriva. Je ne vous ai fait ce long détail que pour vous faire connaître à quoi nous sommes sujets dans ce pays, par le peu de protection que nous avons. Bourguignon, agent de la compagnie à Bonn. Bonn, 9 mars 1784. Je ne sais si je vous ai jamais entretenu sur le compte de Mohamed Benadou, écrivain de confiance du caïd Haji Hassan et mercanti aujourd'hui. Ce Benadou, qui est Colin, était autrefois marmiton à la maison de la compagnie, au Colo. Il est aujourd'hui le sultan à Bonn, c'est lui qui est le caïd et qui mène tout le monde, chrétien et mort,
tambour battant. Ils les pressureront peu davantage. Ce pillage avec les étrangers et les gens de la ville, m'apporte fort peu, mais je suis irrité contre les manières insolentes de Benadou, qui veut nous mener à volonté et qui nous rend la vie dure, etc. Bonn, 2 août 1784. Le corail devient toujours plus rare, surtout le beau, et par surcroît de malheur depuis quelques années, les trapanais, les parottes, et autres pêcheurs de corail du royaume de Naples, viennent en nombre avec leurs bateaux. Partout où pénètrent ces bateaux, ils balayent le fond de la mer, au point qu'ils n'y laissent pas un brin de corail. Tout est enlevé par eux, aussi la plupart de nos pêcheurs se sont retirés en France par la tartane du capitaine Mouton, parti hier matin. Bourguignon. À cette époque les épidémies étaient fréquentes, et comme il n'existait pas de loi sanitaire pour mettre en interdit les régions contaminées, les ravages s'étendaient rapidement. On peut dire sans exagération que de 1783 à 1829, la peste ne cessa de sévir sur la région de la Cale et de Beaune. Nous venons de voir que les tracasseries n'étaient pas ménagées à nos malheureux agents, et cependant malgré tous ces dangers, toutes ces difficultés, le commerce n'éprouvait pas de ralentissement. J'ai expédié jusqu'à présent, écrivait Bourguignon, le 12 janvier 1785, 5800 cafis de blé, ce qui fait 200 cafis en plus de vos accords avec Hajim et Saoud. Barre, agent de la compagnie, écrit le 14 mars 1786, la peste à laquelle on ne songeait plus, vient de se renouveler chez les Nadis et de se manifester dans notre ville. Il meurt ici depuis le 10 du courant, de 5 à 6 personnes par jour, atteintes de cette cruelle maladie. Nous prenons des précautions pour nous en garantir, et j'ai fait poser aujourd'hui à cet effet une barrière au devant de la porte de la maison, pour empêcher que les morts y communiquent. Nous sommes dans une mauvaise passe et nous faisons tous des vœux, pour que la mortalité n'augmente pas et pour la cessation de ce fléau. J'instruis le B de ce qui se passe à ce sujet. Bonn, 21 mars. La peste fait des progrès en ville. Il meurt journellement de 14 à 18 personnes. Bonn, le 1er avril 1785. Gibert, notre caissier, partira pour Constantine avec notre caïd mercanti, dans peu de jours. Je le chargerai de parler au bey pour la réparation des magasins que nous tenons de lui en rente, lui payer 300 piastres de Constantine l'année et ne pouvoir y rien mettre dedans à cause que la pluie perce les terrasses, c'est fort désagréable. Il y a 2 ans et demi qu'il me manque de parole. Son caïd mercanti ne fait qu'y passer un peu de chaud, qui ne tient qu'à la première pluie. Passer quoi, ils sont aussi mal arrangés qu'auparavant. Bourguignon. Bonn, le 21 avril 1785. La famine qu'il y a à Tripoli de Barbarie oblige le Pacha Bey d'expédier des bâtiments à Bonn pour chercher du blé. Je vous ai fait part du changement de notre drogement Mahmoud, que le bey a remplacé par Osman Martegal, français ruiné, qui dans le temps a mis le désordre dans la maison de Bonn. Voyez de nous débarrasser de ce nouveau drogement et faites-nous rendre Mahmoud. Bonn, 29 mai 1785. À Monsieur Ferrier, chancelier à Alger. Je vous remercie de l'avis que vous me donnez du bruit qui court du dessein des Espagnols sur Bonn. La nouvelle en était publique dans cette ville et l'on se prépare en conséquence pour la défense. Une petite tartane de Saint-Tropez, allant à Tripoli de Barbarie, ayant fait erreur dans sa route, a donné dans notre golfe et mouilla avant-hier soir à notre rade. Le capitaine Lieutenant du postillon y fut à bord, lui dit où il était et la tartane repartit la nuit même pour Tripoli. Les gens de Bonn disent que c'est un bâtiment espagnol qui est venu pour épier ce qui se passait. Comme nous sommes chrétiens comme lui, ils disent que nous leur faisons la main. C'est là, comme vous le savez, la façon de penser des gens de ce pays, qui ne distinguent pas les nations et jugent qu'elles pensent toutes de même et ne forment qu'un corps. Bourguignon. Bonn, le 10 juin 1785. À Monsieur Ferrier, Alger, j'ai avis de la compagnie par sa lettre du 31 mai qu'elle a reçu la nouvelle de Mahon, que le général Barcelo avec une escadre composée de 4 frégates, 4 chébecs, 3 brigantins, 6 chaloupes canonnières et 5 à 600 hommes de troupes de débarquement, doit venir ruiner Bonn, le Colo et Bougie. Je viens de donner cette nouvelle au caïd, qui va expédier de cavaliers au B. J'en profite pour demander à cette puissance d'envoyer à la cale nos effets et de charger le reste sur 4 bâtiments. Bourguignon. La peste recommence à Beaune et dans les environs. Ce cruel fléau a détruit plus de la moitié des habitants. La ville est déserte, la mortalité est toujours plus effrayante. Elle roule depuis assez longtemps sur 60 à 80 personnes par jour. La peste a enlevé hier 103 personnes.
L'épidémie disparut vers le commencement d'août. Bonn, 17 octobre 1786. Le caïd Moulay Hassan vient d'être destitué. Benadou, dont Bourguignon vous a souvent parlé, a été mis au fer. Il y a eu ce matin rébellion. Divers Turcs avaient forcé la prison du caïd et l'avaient fait réfugier chez Sidi Cheikh, d'où on l'a retiré de force. La guerre faillit bientôt éclater pour un motif futile. Au mois d'avril 1791, une corvette fut envoyée à Alger pour faire reconnaître notre nouveau pavillon national, le drapeau tricolore. Alger et Tunis firent des objections sous prétexte que le rouge, couleur nationale des États musulmans, flottait en dernier rang. Pendant ces dernières années, la situation de nos agents ne s'était guère améliorée. Gibert, dont le dévouement à la cause française était sans borne, devenait l'objet d'accusations incessantes de la part du bey de Constantine, Salah, homme intelligent, mais très autoritaire. Il fut destitué en août 1792, mais il n'accepta pas sa disgrâce. Il massacra son successeur désigné par le dey d'Alger et leva contre ce dernier l'étendard de la révolte. Nos agents à Beaune reçurent des ordres très sévères pour leur défendre de favoriser l'évasion de Salah. La République fut solennellement reconnue à Alger vers la fin de 1792, et le bruit de nos victoires ayant pénétré jusque chez les forbans algériens, nos relations avec eux s'en ressentirent aussitôt. Nos provinces du midi de la France, privées de récolte, offraient le spectacle de la plus lamentable misère. Profitant des bonnes dispositions des Algériens à notre égard, de nombreux convois chargés de blé furent expédiés en France, mais les troubles qui éclatèrent dans les tribus de la Cale, révoltées contre l'autorité du bey, la peste qui faisait de nouveaux ravages à Constantine, interrompirent les expéditions. Je suis toujours, écrivait Gibert, de Bonn, le 30 octobre 1793, dans les ornières jusqu'au cou, et avec peu d'espoir de m'en tirer bientôt, puisque je ne reçois point d'argent. Je prends patience et me résigne. Je viens de revendre une très grande partie de blé que j'avais depuis le mois de mars. Gibert. La disette faisant toujours des ravages dans les provinces du midi de la France, le gouvernement de la République se décida à faire des achats de grains en Afrique et envoya les instructions suivantes au citoyen Gibert, agent de la Compagnie d'Afrique à Beaune. Pleine de confiance dans le zèle, dans le patriotisme, dans les lumières et dans les connaissances locales du citoyen Gibert, la République attend de lui le plus grand succès possible dans les vues ci-après, pour l'exécution desquelles il ne négligera aucun moyen praticable. Le comité d'approvisionnement maritime en blé, établi à Marseille, a ordonné à Alger l'achat de tous les blés qu'on pourra s'y procurer, pour être expédiés dans les ports de la République sur la Méditerranée. Gibert est chargé d'arrêter tous les blés qu'il pourra, pour le compte de la Compagnie d'Afrique et à ses périls et fortunes, s'il le juge convenable. Si les Juifs ou les neutres ont à Beaune des blés, Gibert tâchera par tous les moyens de prudence de les acheter, livrables dans un des ports de la République. Il sera stipulé un prix salé unique, pour la charge de blé rendue en France. Le blé doit être livré sain. Il sera payé au choix du vendeur, soit au lieu du débarquement, soit à Beaune, soit à Alger, soit à Livourne, en telle monnaie qu'il sera convenu après la livraison au lieu du déchargement, etc. etc. Le citoyen Gibert est prié de garder sur ses opérations et les nôtres le secret en tout ce qui sera possible. Deus protega. Alger, 7 Pluviose, l'an 2 de la République française unie indivisible. Signé, Vallière et Bressan. Non seulement nous avions à lutter contre la mauvaise volonté du bey de Constantine et des Juifs qui accaparaient les céréales, mais encore contre les intrigues de la politique anglaise qui s'efforçait d'obtenir du dey d'Alger un décret de prohibition pour l'exportation des céréales. Malgré toutes ces difficultés et grâce surtout aux sommes envoyées par le gouvernement, Gibert put expédier au mois d'avril 1794, 1720 cafis de blé. Malgré les énormes services rendus par la Compagnie d'Afrique, le comité du salut public l'abolit quelques mois après et la remplaça par une agence au compte de l'État. Gimond en fut nommé directeur. Néanmoins, les anciens employés de la compagnie qui avaient fait preuve dans ces dernières années d'un dévouement sans borne, restèrent à leur poste, car nous retrouvons la correspondance de l'époque signée des noms de Peyron à la Cale, et Gibert à Beaune. Les Anglais n'avaient cessé d'intriguer auprès du divan d'Alger pour nous remplacer sur les côtes d'Afrique, mais ils n'avaient pu vaincre la sympathie réelle que nous portait Baba Hassan. Furieux de leur insuccès, ils cherchèrent à ruiner notre marine de commerce, en courant su à tous nos petits bâtiments. Une lettre datée de Beaune relate une prise effectuée contre le droit des gens,
et qui faillit amener une rupture entre la régence d'Alger et l'Angleterre. Beaune, 21 avril 1796. Au citoyen Herculé, envoyé extraordinaire de la République française auprès des puissances barbaresques, je viens vous faire part d'un événement fâcheux qui me navre le cœur, et qui est dans le genre de celui dont vous avez été témoin à Tunis par le fait des Anglais, sur les bâtiments de guerre que nous y avions. Hier après-midi, nous vîmes à l'entrée du golfe dans la partie de l'Est, un bâtiment que l'on ne pouvait reconnaître à cause de la brume, bien qu'il fût à peine à la distance de 2 lieues. Ce bâtiment s'étant rapproché fut reconnu pour être une frégate, portant pavillon anglais. Vers la fin du jour, elle vint mouiller au fort génois et se plaça au voisinage de la corvette L'Unité, à environ une portée de pistolet. Le lendemain, la frégate anglaise et la corvette avaient disparu toutes deux. Ce rapport m'a été fait par 4 soldats de la dite corvette, lesquels n'ayant pu hier soir rejoindre leur bord, avaient passé la nuit à terre. La prise de la corvette a eu lieu pendant la nuit, sans qu'un coup de pistolet eût été tiré, et il est vraisemblable de croire que l'unité se voyant inférieure en force, elle ne porte que du 8, se sera laissée amariner sans résistance par respect pour la neutralité du port où elle se trouvait. Le citoyen Ladresneck, capitaine de l'unité, était malade chez moi depuis 11 jours de la petite vérole, et la dite corvette était commandée par le citoyen Le Breton, lieutenant en pied. Le gouverneur de la ville et la gars de la garnison eurent la pensée d'envoyer à bord de la frégate, le capitaine du port Ediver Turc pour offrir au commandant anglais les secours dont il pouvait avoir besoin et lui observer, en même temps qu'il se trouvait dans un port neutre. Mais ils n'osèrent pas le faire, n'étant pas bien sûrs de la nationalité de la frégate et craignant de trouver au lieu d'un navire anglais, un bâtiment de guerre napolitain ou maltais, qui les aurait fait enlever. Le citoyen Gibert, agent d'Afrique à Beaune. Cette violation du territoire algérien aurait pu avoir de graves conséquences pour les Anglais si les Juifs, tout puissants à cette époque, n'étaient intervenus pour aplanir les difficultés qui semblaient devoir surgir de ce guet-apens. Napoléon inspira une véritable terreur aux dés d'Alger. Les préparatifs de l'expédition d'Égypte étaient à ses yeux dirigés contre lui, aussi quelle ne fût sa stupéfaction en apprenant coup sur coup, la prise du Malte par les troupes françaises, suivie de la délivrance de tous les esclaves musulmans et la déclaration de guerre de la Turquie à la France. Le Dey était très disposé à laisser les ordres de la porte à l'état de lettre morte. Mais ces ordres mal compris occasionnèrent un redoublement de misère pour nos nationaux à Beaune. Gibert, agent d'Afrique à Beaune, à Astonicielve, chancelier du consulat de France et agent d'Afrique à Alger. Beaune, le 29 octobre 1798. Vous aurez su, mon cher ami, par mes lettres au citoyen Moltedo, les détails de notre arrestation ici pendant 12 jours de la manière scandaleuse, humiliante, outrageante que cela s'est exécuté, quoique nous n'ayons à nous plaindre d'aucune insulte personnelle de la part des Turcs qui nous gardaient à vue, jour et nuit, sans que nous puissions sortir de la maison, et de ce qui en est résulté pour la tranquillité des autres comptoirs, car peu s'en est manqué que la cale ne fût entièrement abandonnée. Cette démarche hostile contre nous ne saurait être exécutée d'aucune manière, si le Dey ne l'a pas ordonnée, malgré qu'elle serait une violation manifeste de notre ottoman qui dit, article 9, de la manière la plus précise et la plus claire, qu'en cas de mésintelligence avec la France qui cause rupture de pays, nos établissements devaient être respectés et continuer leur commerce comme si la meilleure harmonie existait toujours entre les deux nations. Par ce qui vient de se passer d'absolument contraire aux droits des gens, quel que soit le motif qui y ait donné lieu, ne vous prouve-t-on pas que nous ne sommes dans ce pays-ci que comme des otages, et qu'à la moindre alerte notre sûreté peut être compromise? Gibert. Alger, 9 novembre 1798. À l'agence à Marseille. Ayant été informé hier soir par une lettre du citoyen Gibert au consul, où il lui fait part de l'événement de l'arrestation de tous les Français de Beaune et de Colo, cette démarche a été fortement désapprouvée par le Dey qui a déclaré que la Porte était maîtresse de faire la guerre à la France, mais que lui, voulait vivre en bonne intelligence avec elle, à moins qu'elle ne fût la première à rompre avec lui, ayant déjà été informé que plusieurs bateaux corailleurs étaient partis précipitamment de la cale pour la Corse, au moment que cet événement se passait, et craignant qu'il n'ait mis l'alarme sur votre compte et celui des concessions. C'est une incartade du caïd de Beaune qui a mal compris les ordres du Bey, lequel a fait ses excuses à Gibert. En répondant à sa lettre sur son arrestation et celle des autres Français à Beaune, il a prié de ne lui en point tenir rancune. Astonicielve. Mais les ordres de la Porte sublime deviennent impérieux, et enfin le Dey se décide à jeter au bagne d'Alger tous nos nationaux. À Beaune, Gibert fut arrêté par le Turc Braham, Chaouch. La cale fut prise par trahison,
et le bey de Constantin qui avait dirigé l'expédition, fit tout piller et détruire. Les pertes furent immenses et le commerce de comptoir définitivement ruiné. La paix ne fut rétablie qu'en 1800, à la grande joie du Dey. La concession des comptoirs fut restituée à la France aux mêmes conditions, dont elle le jouissait avant la rupture de la paix, sauf toutefois que pour indemniser la Compagnie d'Afrique des pertes subies, le Dey lui faisait la remise des redevances d'une année. Un conflit s'éleva entre la compagnie et l'État qui voulait se réserver le monopole de la pêche du corail. Personne n'ayant voulu céder, la compagnie fut dissoute le 6 mai 1802. En 1807, les Anglais voulurent s'établir à la cale, mais leur intention était moins d'en faire une place forte qu'un entrepôt de céréales et d'eau vivre à l'usage de leur flotte de la Méditerranée. C'était ce que redoutait le plus le divan d'Alger, aussi ne voulut-il jamais consentir à cette création. À Beaune, il s'était emparé de l'établissement de l'ancien comptoir français. Sur la plainte portée par Humbert, le tribunal musulman de Beaune, en présence de la garnison turque et des notables de la ville, rendit une sentence, qui reconnaissait que la maison de la compagnie appartenait en propriété aux Français, et ordonnait au consul anglais de la restituer immédiatement aux Français. Néanmoins, les Anglais s'obstinèrent à rester à Beaune, malgré la répugnance manifeste des habitants et malgré la décroissance du commerce et les pertes qui en résultaient pour eux. Cela dura jusqu'en 1815, époque à laquelle Lord Exmouth parut devant Alger, pour y demander l'abolition de l'esclavage. Il fut insulté, et tous les Anglais des concessions jetées au fer. Les Français entrèrent immédiatement en pourparlers pour reprendre leurs anciens privilèges, mais le Dey, tout en leur permettant de s'établir à la cale et à Beaune, ne voulut pas leur laisser la jouissance des avantages qu'ils possédaient antérieurement. Maurice fut nommé agent du comptoir de Beaune, et Adrien Dupré prit dans cette même ville le titre de consul de France aux concessions d'Afrique. Pendant quelques années, la compagnie concessionnaire végéta, et au moment où elle espérait une reprise du commerce, l'injure faite au consul d'Oval vint rompre les relations de la France avec Alger. Ordre fut donné à nos agents d'évacuer les comptoirs. Cet ordre fut si brusque que les employés de la maison de Beaune abandonnèrent leurs effets et s'embarquèrent le 20 juin, au nombre de 28 personnes sur la Gabarre le Volcan. Il était temps, car le Dey à la notification de la rupture, avait donné l'ordre de détruire nos établissements et d'en arrêter tous les employés. Ce fut Siaf Ben El Aoun, qui fut chargé de cette mission, et le 24 juin le bey de Constantine écrivait en ces termes au Dey d'Alger, pour lui annoncer l'exécution de ses ordres, à Hussein Pacha. En arrivant samedi, 28 de ce mois, au gîte d'étape de Hamza, j'ai reçu deux lettres, l'une des ulémas de Beaune, et l'autre du fils du mercanti. Il m'informe qu'un vaisseau et une corvette de guerre français sont entrés dans le port de Beaune. Le consul, le représentant de la compagnie et les nationaux français résidant à Beaune sont montés sur ces deux bâtiments. Aussitôt qu'ils ont appris leur embarquement, les Beaunois ont appliqué les scellés à leur maison. Puis ils ont pris des mesures pour la garde à faire de nuit autour de la ville, ainsi que l'exposent les deux lettres que je vous transmets, afin que vous en preniez connaissance, ce qui me dispensera d'entrer dans de plus longs détails à ce sujet. J'ai immédiatement fait partir le mercanti en lui donnant des instructions sur toutes choses, insistant notamment auprès de lui pour les mesures de surveillance à observer de nuit comme de jour. En ce moment, grâce à Dieu, la sécurité, la paix et la tranquillité règnent à Beaune, et dans la totalité de la contrée. El Afsi est arrivé à Constantine mardi, il en est reparti, et sans nul doute qu'il est parvenu à cette heure où nous l'avons envoyé en mission. Dès que je recevrai des nouvelles de lui ou bien de Beaune, je vous les transmettrai rapidement. Que Dieu vous rende victorieux, et extermine les mécréants. El Hadj Ahmed, bey de Constantine. Dimanche 24 juin 1827. Dans le post-scriptum d'une lettre du 8 juillet 1827, El Hadj Ahmed écrit: j'ai envoyé au cheikh Mohamed Boumettine un cheval, un fusil et un blournous. Le mercanti m'informe que Ali El Feloudji, venant d'Alger, a été serré de près par les ennemis de Dieu, les Français, étant au large du Ras El Amra, cap de garde. Il s'est enfui du côté de l'Edoug, et de là, il a expédié un homme du pays pour prévenir à Beaune. Les Beaunois lui ont envoyé des felouks avec des soldats armés. Les matelots avaient déjà gagné la terre avec leurs fusils. À Hussein Pacha. Votre auguste lettre m'étant parvenue, j'ai été instruit de tout ce que vous me notifiez. J'ai donc écrit immédiatement au mercanti de Beaune, lui prescrivant de faire à l'égard de tout bâtiment de guerre français qui se présenterait, ce que vous ordonnez de se hâter de lui lancer des boulets, de ne pas faire feu à poudre, mais bien au contraire de tirer dessus sans lui laisser aucun répit.
J'ai également envoyé de suite des ordres au califat pour qu'il se porte avec son camp et ses goums, auprès de Beaune et de s'y établir, lui recommandant expressément d'observer avec vigilance la situation de la ville, de se tenir prêt à la défendre et de ne rien ignorer de ce qui se passe dans Beaune, de nuit comme de jour. Les Clésurgi, remplaçants, sont partis aussi de Constantine pour Beaune munis par moi d'un nombre suffisant de tentes. Nous les avons pourvus de vivres, biscuits, bébioles, sortes de grosses farines, beurre, huile et enfin des mulets porteurs d'outrées pour l'eau. Rien ne leur manque de ce qui peut être nécessaire. J'ai en outre écrit au mercanti pour qu'il subvienne à tous leurs besoins. Dans chacune de mes lettres au mercanti, je lui renouvelle mes recommandations, afin que de nuit comme de jour on se garde avec la plus grande vigilance. Jusqu'à présent, les missives du mercanti m'assurent que tout est tranquille à Beaune et aux environs, sur terre aussi bien que sur mer. Le porteur de la présente est également chargé d'une lettre que le mercanti adresse à votre fils et notre frère Sidi Ibrahim, ministre de la Marine. El Hadj Ahmed, baie de Constantine. 21 juillet 1827. À Hussein Pacha. Aussitôt votre courrier arrivé, j'ai expédié la lettre destinée à votre oukil à Tunis. En même temps, j'ai écrit au notable de Beaune pour l'exécution des ordres que vous m'avez donnés. J'ai en outre commandé expressément au porteur de ma lettre d'aller inspecter lui-même les batteries, visiter les affûts de canon et tous les engins de guerre. Je lui ai prescrit de passer environ 2 journées à Beaune, afin de bien examiner comment s'y fait le service de garde et de quelle manière s'exécutent les précautions de surveillance. J'ai très vigoureusement insisté pour qu'il ait à me fournir ensuite des renseignements détaillés, exacts et fidèles sur tout ce qu'il aura vu. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du mercanti, par laquelle il m'informe que les brèches existant aux batteries sont réparées. Des charpentiers ont été envoyés dans la montagne pour couper des bois, lesquels ont déjà été apportés en partie à l'aide de barques. Nous avons mis à la disposition du mercanti les charpentiers de Constantine, qui sont allés se joindre à ceux de Beaune, et tous maintenant sont occupés à travailler avec ardeur à la confection d'affûts de canon et de bois de fusil. Dans chaque batterie on fait une garde très vigilante, de même que sur tous les autres points. Quant à moi, je ne cesse de leur adresser fréquemment des recommandations. Aujourd'hui même, il est revenu de Beaune quelques-uns des émissaires que j'y avais envoyés, et tous me confirment les rapports du mercanti, c'est-à-dire que les travaux de défense marchent avec célérité, que le service de garde de la côte s'y fait exactement, et enfin que la tranquillité règne partout. El Hadj Ahmed, baie de Constantine. 8 août 1827. À Hussein Pacha. Je vous fais connaître que les habitants de votre ville, de Beaune, ont aperçu ces jours-ci 4 bâtiments qui se montrent, et disparaissent ensuite. Les Beaunois qui sont de pauvres gens, la plupart sans armes, ont été épouvantés de cette apparition. Apprenant cette situation, je leur ai envoyé 100 fusils en ordonnant de les distribuer à ceux qui en ont besoin, après avoir établi une liste nominative de chaque détenteur. Je les préviens que si ces fusils ne leur suffisent point, je leur en enverrai encore d'autres. Cela leur a donné courage et confiance. Ils montent maintenant la garde avec zèle. Leurs craintes se sont dissipées. Gloire en soit rendue à Dieu, qu'il vous soutienne et donne la victoire au peuple de notre Seigneur Mahomet, qu'il extermine et écrase les impies. Salut. El Hadj Ahmed, baie de Constantine. 20 mai 1830. Nous allons maintenant voir dans le chapitre suivant de quels événements dramatiques Beaune fut le théâtre, avant d'y voir flotter pour toujours les drapeaux français. Fin de la première partie.